Glacier, dans l'État du Montana, se réveille avec le souffle glacial qui annonce l'arrivée de l'hiver. La neige recouvre les sentiers d'une croûte fragile, les pins portent du givre qui scintille dans la faible lumière du jour et l'air coupe la peau comme une lame. Dans ce paysage de lignes dures et d'ombres longues, une meute de loups concentre son univers sur le terrain qu'ils peuvent parcourir à pied. En tête avance la femelle et le mâle dominant. Corps marqués par les cicatrices de nombreuses saisons, regards attentifs scrutant chaque pli de la terre. Derrière eux, leurs enfants adultes forment une ligne serrée, marchant dans la synchronicité de ceux qui ont partagé trop de difficultés. La viande n'apparaît plus dans leur bouche depuis des jours et la faim devient une pression constante, mais la discipline sociale reste intacte, comme une coutume qui sauve des vies. La femelle dominante s'arrête, respire le vent, regarde les collines et avance à nouveau sans un bruit, tandis que les autres suivent son rythme lent mais régulier. L'un des jeunes hommes gravit un monticule, marche prudemment sur la neige, observe les contours du terrain puis descend pour signaler d'un geste silencieux que le passage est sûr. Chaque loup ajuste sa démarche, allonge ou raccourcit son pas, incline la tête et suit le signal avec précision, sans avoir besoin de mots. La meute sait lire le terrain et grâce à cette lecture, elle gère son énergie, détecte le danger et évite de gaspiller de l'énergie. Au loin, une silhouette se détache du manteau blanc. C'est un cerf, solitaire et vigilant. Seul et séparé de son groupe, il fouille parmi les pousses sèches qui dépassent dessous la neige. La meute le sent immédiatement. Les loups retiennent leur souffle, fixent l'animal et sentent que l'immobilité de l'animal réveille leur faim refoulée et réveille leur instinct de chasseur. La femelle dominante étire son cou et fixe son regard sur la silhouette lointaine, tandis que la meute qui la suit ajuste ses pas et la position de son corps, attentive à la proie et à la direction du vent qui pourrait révéler son approche. Un loup incline légèrement la tête, indiquant que la femelle peut avancer. Un autre avance doucement une patte pour couvrir le côté de la meute et avec des regards rapides, il confirme silencieusement les mouvements de l'autre, mesurant les pas et les pauses pour maintenir la cohésion de la formation de chasse. Chaque loup prend la position qui lui permet le mieux de protéger le groupe et de profiter de l'abri offert par le terrain. Le plan prend forme avec la même économie qui a régi toute sa vie dans les montagnes et les rôles sont définis sans mots. Certains avancent sur les côtés en maintenant une certaine distance entre eux pour fermer d'éventuelles voies de fuite, tandis que d'autres agissent comme une barrière mobile, déplaçant leurs pas en ligne pour pousser la proie vers le couloir choisi, et un couple reste en réserve, stratégiquement positionné pour couvrir les brèches et couper le chemin si le cerf tente de se tourner vers le fourré. La femelle alpha vérifie les positions d'un bref coup d'œil. Le mâle alpha ajuste sa position et jalonne un flanc différent. Et la meute tombe dans la formation qui a fonctionné tant de fois auparavant, immobile pendant un moment pendant que la manœuvre est planifiée, la machine de chasse prête à agir. Le cerf, en enfouissant son museau parmi les tiges sèches qui dépassent dessous la neige, perçoit un changement imperceptible, une vibration qui ne correspond pas au murmure habituel de la forêt. Alors qu'il relève brusquement la tête, son cou se tend et ses oreilles tournent en alerte alors qu'il sent le danger. Son cœur s'emballe avant même qu'il ne le voie. Puis son regard rencontre le gris du loup sur la neige. Et sans réfléchir, il se met à courir, brisant le silence du paysage gelé. Le groupe réagit instantanément, personne n'a besoin du commandement de l'autre car le mouvement du cerf suffit pour qu'il commence à se déplacer en coordination. Le mâle alpha court après la ligne qu'il essayait de fermer, tandis que la femelle maintient le centre de pression. Les jeunes se dispersent en éventail, maintenant la poursuite. Et bien que la distance soit longue, il n'y a pas de confusion. Chaque membre suit le parcours prévu, tandis que la proie tente de briser l'ordre de l'embuscade. Le cerf ne cède pas facilement.
Malgré sa faim, le besoin le pousse à avancer avec rapidité, déchirant la neige à chaque foulée, sautant par-dessus les racines, évitant les branches basses et s'étirant avec une résilience que seul l'instinct de survie peut procurer. Derrière eux, les loups ne se précipitent pas. Ils maintiennent le même rythme, synchronisés dans la même direction, les empêchant de s'échapper dans des recoins où ils seraient perdus de vue. Soudain, l'inattendu se produit. Le cerf ne s'enfuit pas dans des champs ouverts ou des fourrés denses, mais se dirige vers une clairière où son groupe se cache. Les corps immobiles d'autres cerfs apparaissent parmi les sous-bois, abrités dans un endroit sûr jusqu'à ce moment. L'arrivée du fugitif les trahit, et en un instant tout change. L'un d'eux est le premier à percevoir le danger, et aussi le premier à s'échapper avec une rapidité redoublée. Son inquiétude se propage aux autres, qui se remettent de leur léthargie avec un sursaut tardif. La clairière est plongée dans le chaos. Des sabots résonnent, des branches claquent, des corps se dispersent dans toutes les directions. Certains fuient résolument, certains de la sortie. D'autres parviennent à peine à se relever, désemparés par la bousculade soudaine. Au milieu du vacarme, la ligne des loups surgit telle une ombre. Tous les cerfs n'ont pas le même avantage. Le premier à fuir parvient à se perdre parmi les siens et à prendre de la distance, tandis que derrière, le plus lent reste exposé, pris dans le désordre de la bousculade. La capture est rapide. Le plus âgé des jeunes réduit l'écart et le projette latéralement, tandis que les autres ferment le cercle avec précision. La proie est sécurisée et le troupeau obtient ainsi ce qu'il recherchait depuis des jours, de la viande fraîche. Pourtant, le résultat n'est pas immédiat. Le cerf brame bruyamment, la neige tremble sous ses coups de pied désordonnés, mais la pression combinée des loups le maintient au sol. Les loups ne cherchent pas à le tuer d'un seul coup comme le ferait un félin. Ils agrippent les côtés du corps, mordent le cou pour l'immobiliser et continuent de l'user jusqu'à ce que la résistance cède. C'est une fin brutale qui reflète la loi de survie dans Glacier. Loin de là, le cerf qui a commencé la fuite rejoint le groupe qui a réussi à s'échapper. Il halète lourdement, chaque respiration semble lui brûler les poumons. Pourtant, il a réussi à survivre. Non pas de manière ordonnée ou héroïque, mais avec l'audace de faire passer son instinct avant celui des autres. Dans ce cas, la stratégie individuelle a pris le pas sur la coopération collective. Ce choix apparemment discutable lui a permis de prolonger sa vie de quelques heures supplémentaires dans un environnement qui ne pardonne pas l'indécision. Pour les loups, en revanche, le succès se mesure à une échelle différente. Ils ont à peine réussi à prendre le contrôle, mais c'est là toute la différence entre la famine et la résistance. Le troupeau a une fois de plus employé une tactique perfectionnée au cours des hivers précédents, dans laquelle le mouvement d'un seul cerf trahit par inadvertance la position de l'ensemble du troupeau. Même s'ils n'ont pas réussi à capturer tous les cerfs comme ils l'espéraient, les proies qu'ils ont capturées ont suffi à satisfaire leur faim et à nourrir le troupeau. La forêt des glaciers leur fournit, du moins pour aujourd'hui, la nourriture dont ils ont tant besoin. Le corps du cerf gît dans les feuilles humides. La poursuite est terminée, mais la victoire ne dissipe pas la tension. Au contraire, ce qui suit exige la même précision et la même attention que la chasse, un moment où chaque geste et chaque souffle déterminent la manière dont l'équilibre s'établit dans Glacier. Des jours ont passé sans que je goûte de viande, et la faim bat dans chaque regard, dans chaque respiration laborieuse. Le troupeau se rassemble autour du corps encore chaud, et dans ce cercle prévaut une règle plus vieille que la mémoire. Les chefs mangent en premier. Le mâle alpha avance avec la tête haute, la queue haute, une posture qui rayonne de domination absolue. À ses côtés, la femelle alpha prend place sans hésiter. Seuls les deux loups sont autorisés à mordre en premier. Les autres loups, les petits désormais adultes, se tiennent à distance. La patience dont ils font preuve n'est pas une obéissance passive, mais une maîtrise de soi façonnée par la hiérarchie. Leurs estomacs vides se tordent à l'intérieur d'eux, mais ils savent qu'aucun raccourci ne les mènera plus tôt à la viande. La femelle enfonce ses crocs dans le flanc du cerf, prenant le premier morceau humide et fibreux. Le mâle se penche sur le cou de l'animal et, entre deux morsures, il lève le regard, fixe et vigilant.
Des yeux jaunes scrutent le cercle, mesurant les intentions de chaque subordonné. Les plus jeunes sont les premiers à tester la norme. Ils s'approchent pas à pas, le museau tendu vers le sang frais. Le mâle n'a besoin de rien de plus qu'un grognement profond et bas qui vibre comme un avertissement enfoui dans la gorge. Sa mâchoire, tachée de rouge, s'ouvre légèrement, révélant ses crocs. Le signal est clair, leur tour n'est pas encore venu. Mais la faim obscurcit la prudence. L'un des jeunes traverse la limite invisible et s'approche trop près du bord du barrage. Le mâle répond par un mouvement rapide et précis et délivre une morsure ferme, brève et inhibitrice au cou de l'intrus. Elle ne déchire ni ne blesse, mais elle laisse une marque qui brûle plus que la douleur et établit la frontière insurmontable de la hiérarchie. Le jeune homme recule aussitôt, le corps voûté et la queue entre les jambes. Ses oreilles sont repliées vers l'arrière dans une posture claire de soumission. Il ne riposte pas et n'ose pas affronter. L'obéissance prime. Les autres observent et apprennent. L'un grogne de frustration, l'autre s'éloigne en secouant la tête comme pour chasser son anxiété. Mais aucun d'entre eux ne répond ouvertement. Ils ne le feraient pas. Ce sont leurs enfants et les liens du sang soutiennent la structure invisible du groupe. La faim peut corroder la patience, mais elle ne détruit jamais l'ordre. La scène se répète par cycle. Chaque fois qu'un des jeunes animaux tente d'avancer, il reçoit la même réponse. Un grognement, un regard fixe, un claquement de mâchoire ou la brève pression d'une morsure inhibitrice. La tension est constante, comme un champ électrique qui parcourt le cercle des corps en attente. Le mâle se tient debout entre les bouchées, mâchant calmement, comme si cette sérénité était une autre forme de domination. Sa queue est dressée, se balançant légèrement, rappel de son autorité. Pendant ce temps, la femelle alpha continue de se nourrir à ses côtés. Leur rôle n'est pas moins décisif. Leur simple présence dissuade même les subordonnés les plus insistants. Ensemble, ils forment un noyau de pouvoir que les autres acceptent sans poser de questions, même lorsque la faim menace de briser toute discipline. Les subordonnés attendent, attentifs à tout geste qui leur indique l'ouverture du repas. Ils font un pas en avant et 2 pas en arrière. Ils tournent autour du cadavre avec des mouvements nerveux, respirant l'odeur métallique du sang, observant chaque morsure de leurs parents avec un mélange de respect et de désespoir. Dans leurs yeux brille la promesse de la chair, mais ils doivent encore attendre. L'air est rempli de sons, le craquement humide des os, les grognements d'avertissement, le halètement des loups impatients. Sous le silence interrompu, alors que le mâle alpha commençait à céder la place aux autres pour s'approcher de la carcasse du cerf, un changement imperceptible dans l'air devint présent. Le vent transporte une odeur dense, étrange, pleine de menaces. Aucun des jeunes ne l'ignore, leurs corps se tendent et leurs oreilles se tournent vers le fourré. Un murmure profond, le grognement lointain d'une bête, confirme l'inévitable. Une énorme silhouette sombre émerge d'entre les troncs, semblant multiplier les ombres de la forêt, et il devient vite clair qu'il s'agit d'un grizzly. Son corps massif et lourd avance d'un pas assuré, poussé par la faim qui le pousse avant l'hiver. Il est prêt à défier le troupeau pour s'emparer de la charogne. Il renifle la viande depuis des kilomètres et il ne s'arrête pas. Les plus jeunes reculent instinctivement, conscients qu'affronter un tel géant est une folie. La femelle alpha émet un grognement sourd, prise entre la défense et la prudence. Mais le mâle, le sang du cerf encore frais dans ses mâchoires, ne s'éloigne pas. Il garde une posture droite, la tête haute et la queue tendue. Tout chez lui est une déclaration. Il ne cède pas. Ni face à un intrus, ni après des jours de faim, ni lorsque la nourriture est sous le poids de sa conquête. L'ours n'accélère pas. Sa démarche est lente, assurée, conscient que le rapport de force est de son côté. Le sol crisse sous ses pattes et à chaque pas, la tension augmente. Lorsqu'il est à quelques mètres, l'air se remplit de grognements profonds et prolongés dans une confrontation qui précède la collision. L'agile mâle alpha fait le premier pas. Il bondit sur le côté, cherche le flanc exposé de l'intrus et plante ses crocs dans l'épaisse peau de son épaule. Le grizzly réagit avec un coup violent qui soulève des feuilles et de la terre, bien que le loup parvienne à se retirer à temps. Une lutte s'engage autour de la carcasse du cerf. L'alpha attaque par rafale, charge courte, morsure rapide et retraites agiles.
L'ours répond avec son énorme force, avançant et repoussant les corps sur le côté grâce à la seule puissance de sa masse. L'une de ses griffes atteint le dos du loup et laisse un sillon sanglant, mais pas mortel. Le mâle enragé charge à nouveau et mord les pattes pour l'empêcher de traîner la carcasse. La terre devient rouge au milieu des grognements qui résonnent dans la clairière. L'ours, irrité par la résistance, saisit une partie du cerf dans sa gueule et tire violemment. Le cadavre bouge soudainement et à ce moment-là, le loup attaque à nouveau, essayant d'empêcher la perte. Puis vient le coup fatal. Le grizzly se dresse sur ses pattes arrière et attaque brutalement le flanc de l'alpha. L'impact le jette au sol et tout le troupeau s'immobilise. Le grizzly n'en a pas besoin de plus. D'un geste lourd mais ferme, il prend ce qu'il peut sur le cerf et s'enfonce dans le fourré, laissant derrière lui un silence insupportable. Les enfants de l'alpha restent immobiles. Leur corps tremble, la frustration bouillonne dans leur gorge, mais aucun d'eux n'ose faire un pas. La femelle alpha, quant à elle, s'approche. Il s'allonge à côté de son compagnon, presse son museau contre la plaie ouverte et la lèche dans un geste aussi instinctif qu'inutile. Le mâle respire avec difficulté, chaque expiration plus faible que la précédente, et ses yeux mi-clos scrutent toujours les environs, comme si sa vigilance ne pouvait cesser. Autour d'eux, les jeunes oiseaux se rassemblent en cercle. Certains émettent des hurlements bas et prolongés qui se mêlent au bruissement du vent dans les arbres. D'autres restent immobiles, les oreilles tombantes, incapables de détacher leur regard de leur chef blessé. La hiérarchie, si rigide dans la chasse et l'alimentation, s'exprime désormais dans un respect silencieux. Personne ne s'approche agressivement, personne ne défie l'espace intime de la femme à côté de la personne tombée. Les heures s'éternisent dans l'obscurité de la forêt. La meute a apaisé la faim qui les tenaillait depuis des jours, mais le prix à payer s'est avéré plus élevé que n'importe quel estomac plein. Le mâle, qui a mené tant de batailles et défendu sa conquête jusqu'au dernier moment, s'efface peu à peu. La femelle reste à ses côtés sans s'éloigner, prostrée, la tête sur son corps. La nuit entière se passe en veillée. Personne ne quitte la clairière. Les jeunes se tiennent les uns près des autres, certains allongés, d'autres debout, comme s'ils attendaient un résultat qu'aucun d'eux ne désire. Là, sous le ciel d'automne ouvert du Montana, la famille des loups garde son chef déchu, entourant son corps dans un cercle que ni la faim ni la défaite ne peuvent briser. L'obscurité commence lentement à tomber. Un gris pâle filtre à travers les sapins du glacier, annonçant la fin de la nuit. La neige reflète les premières lumières et chaque craquement de branches sous les pattes légères devient plus audible. La meute reste rassemblée après une veillée interminable. Le corps immobile du mâle alpha gît dans la clairière, témoin silencieux de ce qui s'est passé. La femelle alpha reste à ses côtés, rigide, les yeux fixés sur la silhouette qui était sa compagne et son guide. Le silence n'est pas rompu, même si la faim exige à nouveau des réponses. Les jeunes se dispersent parmi les troncs. La forêt n'offre pas beaucoup de proies, mais on y trouve encore de petits animaux qui peuvent les nourrir pendant quelques heures. Certains parviennent à surprendre un lièvre courant dans la neige. Un autre creuse jusqu'à trouver un mulot. Ce ne sont pas des récompenses dignes d'un groupe aussi important, mais chaque bouchée compte. Malgré la douleur, les corps bougent avec discipline, le besoin de nourriture empêche le chagrin de se transformer en abandon. Dans la clairière, la femelle alpha prend une grande inspiration. Elle a veillé sur son camarade tombé au combat, mais elle sait que le temps n'accorde aucun répit. L'hiver n'arrêtera pas leur progression et les oursons ne sont plus dépendants, mais ils restent des enfants qui ont besoin d'être dirigés. D'un mouvement lent, le loup se redresse. Le vent soulève sa fourrure sombre. Il y a un silence, à peine une seconde, où la douleur et l'instinct semblent se heurter. Alors la décision s'impose. La vie continue et elle doit la guider. Il lève la tête et pousse un hurlement profond. Le son résonne à travers les montagnes et les vallées, vibrant et constant. Ce n'est pas n'importe quel appel, c'est la proclamation d'un leadership. À des kilomètres de là, un autre mouvement se manifeste. Il ne s'agit pas d'un acte de deuil, mais plutôt d'un besoin collectif. Sur les pentes inférieures, un troupeau de cerfs se déplace vers le sud. L'arrivée de l'hiver sonne le glas. La neige commence à recouvrir le sol, ensevelissant l'herbe qui, jusqu'à récemment, nourrissait des centaines de milliers de personnes. S'il restait, la famine serait inévitable.
C'est pourquoi, génération après génération, ils parcourent des routes ancestrales, guidés par la mémoire des plus anciennes femelles. Les groupes sont énormes. Des dizaines de corps se regroupent pour former des troupeaux pouvant compter plus de 500 individus. L'ensemble avance comme un courant vivant qui ne s'arrête jamais complètement. Les jeunes trottent aux côtés de leur mère, encore maladroits sur le sol glacé, mais apprenant à suivre le rythme. Les mâles, affaiblis par des semaines de combat durant le rut, serrent les rangs avec effort, fournissant de la force mais sans l'importance qu'ils affichaient à l'automne. L'ordre social est clair. Les femelles adultes dirigent, fixent la direction et choisissent les passages sûrs entre les vallées et les pentes. Leur expérience définit les itinéraires vers les prairies où la neige s'accumule moins et où le fourrage prospère encore. Les autres suivent ce guide avec une discipline instinctive, sachant que se disperser signifie s'exposer aux prédateurs ou se retrouver piégé dans un territoire inculte. L'unité est la stratégie de survie. Le rythme est soutenu et mesuré. La migration n'est pas une course mais un voyage acharné qui peut durer des semaines. Chaque nuit, les corps se blottissent les uns contre les autres, respirant ensemble dans des zones de chaleur qui contrastent avec le gel. Chaque matin, les pas résonnent à nouveau sur la neige durcie, formant une chorégraphie ancienne qui assure la continuité de l'espèce. À mesure qu'ils avancent, les montagnes se rapprochent de l'horizon, marquant un couloir qu'ils doivent traverser pour échapper à la pénurie. La ligne se déplace comme une rivière sans fin, où chaque corps suit le précédent, poussé par le besoin et la mémoire des femmes vétérantes. Leur destination est les terres plus basses, où l'hiver est moins cruel et où les brins d'herbe émergent encore du gel, offrant un répit momentané à la rudesse du climat. Chaque retard devient une faiblesse, et chaque faiblesse ouvre la porte à la mort, rappelant que l'urgence ne se mesure pas en jours, mais en moments. La forêt observe en silence. Le même froid qui force les cerfs à migrer a endurci les loups, qui avancent sur les pentes, suivant patiemment les traces de leur proie sans perturber le calme du paysage. Une trace à peine perceptible traverse le silence. Des empreintes fraîches dans la neige, des branches cassées, une odeur étrange que le cerf ne peut percevoir. Chaque mouvement du troupeau est soigneusement calculé, chaque pas mesuré pour rester caché parmi les ombres et les bûches. Les cerfs continuent leur marche, confiants dans la routine qui a guidé leurs ancêtres, ignorant la présence des prédateurs. Cependant, les loups les accompagnent en parallèle, invisibles mais toujours présents. Un danger constant qui rôde patiemment et précisément, attendant le moment exact où la chasse commencera. La femelle alpha observe. Son expérience l'emporte sur sa soif et elle n'attaque pas par instinct. Par sa conduite, il enseigne que le succès dépend de l'opportunité. À côté de lui, le fils aîné bourdonne d'impatience, son corps tendu trahissant son envie de se lancer prématurément. Un regard suffit à l'arrêter. Le moment n'est pas encore venu. Alors que les heures passent en silence, les loups avancent parallèlement au troupeau, se déplaçant à pas mesurés et observant chaque détail, attentifs à l'opportunité exacte d'intervenir. Ils recherchent les faiblesses de leur proie. Ils observent celles qui sont fatiguées, celles qui sont distraites, celles qui s'éloignent. L'attente devient insupportable, jusqu'à ce que le terrain offre enfin l'opportunité. Une étroite clairière s'ouvre entre les arbres, et le bosquet oblige le troupeau à ralentir et à se regrouper, limitant ainsi ses possibilités de fuite. Le signe est invisible, mais tout le monde le comprend, et le fils aîné n'attend plus. C'est à ce moment-là qu'il bondit en avant en premier, brisant le silence par un mouvement soudain. Ses jambes réduisent la distance en quelques secondes et derrière lui, d'autres se déploient pour fermer la retraite. L'attaque a commencé. Le troupeau s'agite, pris de panique, et les corps commencent à entrer en collision les uns avec les autres. Les bois sont dressés comme des lances, tandis que les sabots tonnent contre le sol, intensifiant le chaos du vol. La femelle alpha dirige avec précision, poussant vers un point où le terrain force les cerfs à se regrouper, réduisant ainsi leurs options de fuite. La tactique est efficace. Un petit groupe est isolé et vulnérable. Mais parmi eux, un mâle aux bois imposants ne fuit pas. Il tourne furieusement sur lui-même. Il renifle, baisse la tête et pointe ses bois vers le loup. C'est un défi inattendu. Elle avance d'un pas assuré, essayant de l'intimider. Il veut le forcer à reculer comme tant d'autres l'ont fait avant lui, mais le cerf répond et charge avec toute la puissance de son corps. L'impact est brutal.
Un coup violent qui frappe le côté. Le loup se précipite sur le côté et un ruisseau sombre tache le sol. Le mâle ne s'arrête pas pour achever l'animal, car son instinct le pousse à fuir, et avec la même impulsion, il retourne vers le troupeau, qui se disperse dans une bousculade. Pendant ce temps, le fils aîné poursuit un jeune errant. Avec l'aide d'autres personnes, il le coince, lui saute sur le dos et lui mordille le cou. L'animal se débat, résiste, mais les loups sont trop nombreux. Son corps cède sous la pression combinée et la proie tombe. Le groupe commence à se déchirer, le sang tache le sol et la faim trouve enfin son soulagement. Au bord de la clairière, la femelle alpha gît, blessée. Elle boite, respirant difficilement. Le fils aîné interrompt sa frénésie et s'approche. Elle le regarde, et dans ce regard, il y a quelque chose de plus que de la douleur. Il y a une reconnaissance silencieuse. Le temps presse. Sa respiration devient saccadée, jusqu'à s'arrêter. Le corps reste immobile, allongé sur le sol. Le reste de la meute garde ses distances. Pas de rituel ni de lamentation, mais un silence pesant. La tension dans leur corps témoigne de leur perte. Pendant quelques instants, personne ne s'approche de la proie fraîchement capturée. Le fils aîné se tient debout à côté du loup tombé, puis il fait un pas en avant. Sa posture est relevée, la tête haute, la queue raide. Les autres l'observent et la transition est automatique. Il n'y a pas de contestation. Son énergie juvénile, son audace en attaque le légitimant. Il est devenu le nouvel alpha. La meute reprend son festin. Ils dévorent de la viande fraîche, des fibres et remplissent les estomacs vides. La tension cède la place à l'instinct de survie. La faim trouve le calme, mais l'air ne perd pas le poids de ce qui s'est passé. Alors que les heures passent, dans un coin de la clairière repose le corps du vieil alpha silencieux. Avant elle, ses descendants dévorent la proie qu'ils ont capturée sous sa conduite, mais désormais guidés par un autre. Dans la nature, chaque repas a un prix et chaque domination entraîne une succession inévitable. La vie de la meute continue, bien que marquée par le sang qui a scellé le changement. Mais au-delà de cette clairière, le cycle continue. Le glacier recèle des preuves encore plus cruelles, et l'hiver est sur le point de les révéler. Au sommet des montagnes, les températures descendent jusqu'à moins 30 degrés Celsius, tandis que le vent implacable rend le froid encore plus prononcé. À première vue, le paysage pourrait être confondu avec un désert blanc, un endroit où aucun être vivant ne pourrait survivre plus de quelques heures. Cependant, au milieu de ce scénario extrême, émerge la figure d'un animal qui a fait de l'impossible son territoire. Accrochée aux parois rocheuses, la chèvre des montagnes rocheuses défie la saison la plus dure et la plus meurtrière. À une centaine de mètres au-dessus du fond de la vallée, il avance sur une corniche à peine plus large que ses sabots, et chaque pas démontre une confiance que peu d'animaux pourraient égaler, défiant la verticalité de la montagne. Sa présence à ces hauteurs a fait d'elle un symbole du parc, une figure qui incarne l'identité de Glacier et la puissance de son environnement sauvage. On ne le trouve ni dans les vallées où se réfugient les élans, ni dans les forêts où rôdent les loups ou les ours. Son domaine se trouve dans les hauteurs, là où le vent souffle et où l'air se raréfie. Ce qui assure sa survie dans cet environnement n'est pas un simple acte de résistance, mais un ensemble d'adaptations physiques et comportementales qui le rendent extraordinairement apte à survivre dans ces conditions. Parmi ces adaptations, leur fourrure se distingue comme un bouclier naturel, combinant une couche intérieure de laine dense qui retient la chaleur avec une couche extérieure de poils longs et huilés qui repoussent l'humidité et la glace. Cet abri naturel lui permet de résister à des températures qui seraient insupportables pour la plupart des mammifères de la région. Leurs sabots révèlent un autre secret de leur survie. Durs à l'extérieur et mous au centre, ils adhèrent précisément aux surfaces les plus abruptes comme des ventouses qui défient la gravité. Chaque mouvement est calculé et sensible, ses sabots détectant les moindres irrégularités de la roche, ajustant chaque pas pour maintenir un équilibre parfait. Grâce à cette spécialisation, il peut gravir des pentes allant jusqu'à 60 degrés, même lorsqu'elles sont couvertes de givre, faisant de la montagne son havre de paix. En plein hiver, lorsque la neige enterre toute trace de végétation, la résistance ne suffit plus et la chèvre de montagne doit trouver un moyen de trouver de la nourriture. Se déplaçant verticalement à travers la montagne, il monte et descend des falaises et des pentes pour atteindre les lichens et les mousses attachés à la roche.
Lorsque cette source se fait rare, elle creuse patiemment à travers les couches de glace durcies et, si cela ne suffit pas encore, elle profite des pousses sèches laissées à découvert par le vent. Sa position à ces hauteurs, inaccessible à tout autre animal, lui garantit toujours l'accès à une nourriture que lui seul peut atteindre. Chaque bouchée nécessite une dépense d'énergie disproportionnée, mais elle est néanmoins suffisante pour le maintenir pendant la saison la plus difficile. Leur corps a trouvé un moyen de survivre avec le strict minimum. Le système digestif d'un ruminant extrait les nutriments de lichens et de pousses sèches presque sans valeur, tandis que sa fourrure épaisse retient la chaleur et minimise les pertes d'énergie. Dans un environnement où tout semble condamné au silence de la glace, la chèvre de montagne transforme l'insignifiant en nourriture. Cette capacité n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une longue histoire évolutive. Au cours de millions d'années, votre espèce a perfectionné un estomac capable de fermenter des fibres impossibles pour les autres mammifères, avec des micro-organismes qui décomposent ce qui semblerait immangeable. Mâcher chaque bouchée encore et encore permet de ne rien gaspiller. Ainsi, ce qui pour la plupart des animaux ne serait qu'une croûte sans valeur se transforme en énergie suffisante pour leur survie. C'est là une partie de son originalité en tant qu'espèce, car là où la montagne semble ne rien offrir, elle trouve l'essentiel pour perdurer. Mais cette même capacité à se déplacer et à se nourrir dans les coins les plus inaccessibles de la montagne a un prix, car la falaise qui la protège devient également son plus grand défi. La glace peut céder sous ses sabots, des pierres peuvent se détacher et la force du vent menace de la déstabiliser. Même la fatigue accumulée après des heures de voyage sur des pentes extrêmes augmente la probabilité d'une erreur. Une chute de quelques mètres suffirait à mettre fin à leur résistance et c'est pourquoi chaque mouvement est calculé au millimètre près. Sa musculature compacte lui assure la stabilité et sa queue courte aide à équilibrer chaque saut. Chaque chèvre semble mesurer chaque mouvement avec une précision mathématique, consciente qu'une erreur ne donne pas droit à une seconde chance. Et c'est cette combinaison d'adaptation physique, d'expérience et de concentration qui lui permet de défier constamment un environnement où le danger est toujours réel. Ce qui est le plus surprenant, c'est que, contrairement à d'autres espèces qui disparaissent du paysage hivernal par la migration ou l'hibernation, la chèvre de montagne reste visible. Il ne se cache pas. Depuis les belvédères naturels du parc, les jours où le blizzard cesse, on peut apercevoir sa silhouette se découpant sur les sommets des montagnes, rappelant que la vie à glacier non seulement persiste, mais s'adapte de manière impressionnante. Même en groupe, leur comportement véhicule l'idée de solitude. Chaque chèvre se déplace de manière indépendante, comme si le défi de l'hiver était une épreuve individuelle qui n'est pas partagée. Dans Glacier, la montagne n'est pas un simple décor passif. C'est un protagoniste capable de façonner le caractère des espèces qui l'habitent. Pour la chèvre de montagne, c'est à la fois un refuge et une menace, un espace qui offre une protection contre les chasseurs, mais qui exige un prix constant sous forme d'usure et de risque. Cette dualité est ce qui en fait l'emblème parfait de ce parc, un lieu d'une extrême beauté, mais aussi de difficultés perpétuelles. Alors que dans les hauteurs du parc, les bouquetins livrent cette bataille silencieuse, dans les vallées se déroule un autre scénario tout aussi conditionné par l'hiver. Là-bas, la neige marque aussi les limites de la survie, mais les stratégies d'adaptation sont différentes. La question qui se pose est inévitable. Si cette espèce presque impossible survit sur les sommets les plus impitoyables, comment les animaux qui dépendent des forêts et des lacs font-ils face à la même saison ? Dans ce monde blanc, où l'hiver dicte chaque mouvement, apparaît un habitant inattendu, le véritable fantôme des forêts alpines. Le carcajou émerge des rafales de vent, une créature qui non seulement résiste au froid, mais en fait son meilleur allié. Sa silhouette compacte se déplace avec aisance sur la surface durcie. La neige, qui pour d'autres est un piège mortel, est pour lui un terrain fertile. Avec ses larges pattes qui agissent comme des raquettes naturelles, il glisse fermement sur la croûte glacée. Dans le Montana, peu d'animaux inspirent autant de respect que celui-ci. Non seulement parce qu'il est l'un des carnivores les plus solitaires et les plus insaisissables du continent, mais aussi parce qu'il abrite l'une des dernières populations reproductrices du pays. Le parc n'est pas seulement leur maison, c'est un refuge vital qui assure leur présence aux États-Unis. Le carcajou ne se limite pas à un petit territoire.
Il parcourt des dizaines de kilomètres en une seule journée, franchissant des pentes qui dissuadent même les prédateurs les plus puissants. L'hiver ne le confine pas, il l'étend. Chaque tempête ouvre une nouvelle opportunité. Tandis que d'autres cherchent un abri, il sort à découvert, traînant le vent glacial sur son dos, recouvert d'un manteau dense qui repousse le gel comme une seconde armure. Sur le flanc d'une colline, la patte raide d'un ongulé dépasse, coincé sous la neige. La carcasse d'un orignal, ensevelie après une petite avalanche, devient le centre de l'action. Le carcajou l'a trouvé, non pas par hasard, mais grâce à un odorat très développé qui lui permet de détecter la nourriture même sous des couches de glace. Il ne s'agit pas d'une chasse spectaculaire, mais plutôt d'une découverte qui illustre leur stratégie. Avec une force de mâchoire disproportionnée par rapport à sa taille, il arrache des morceaux de viande congelée que d'autres trouveraient impossibles à mâcher. Il ne garde pas tout. Il transporte des fragments dans des cachettes qu'il creuse lui-même dans la neige. Là, les basses températures permettent de conserver les aliments pendant des semaines, garantissant que même les pénuries les plus sévères ne vous prendront pas au dépourvu. Cette logistique le distingue des autres carnivores des glaciers. Le loup a besoin de la coopération de la meute. Le puma compte sur l'effet de surprise et la puissance de son attaque. L'ours, lorsqu'il n'hiberne pas, compte sur l'abondance saisonnière. Mais le carcajou, en revanche, fait de la dispersion et de la ténacité sa principale stratégie. Peu importe que la neige recouvre toute trace de nourriture, il la traque, la sécurise et la stocke. C'est cette résilience qui lui a permis de survivre dans un écosystème où l'hiver est impitoyable. Dans les mois les plus rudes, cette même neige offre un bienfait inattendu. Lorsqu'une femelle se prépare à donner naissance, elle creuse des terriers dans les couches profondes. Les tunnels protègent les jeunes non seulement du froid extrême, mais aussi des prédateurs qui ne soupçonnent jamais ce qui se cache sous la surface blanche. Dans Glacier, ces terriers représentent la continuité de l'espèce, un répit intime au milieu de l'hostilité. La glace qui gèle tant de personnes se transforme en une couverture protectrice. L'endurance du carcajou ne se mesure pas à sa force brute ou à sa vitesse. Elle se mesure à sa capacité à survivre là où la plupart ne pourraient même pas survivre. Chaque kilomètre parcouru sur la neige profonde, chaque morceau de viande stocké sous la glace, chaque litière élevée dans des terriers creusés en hiver, témoigne d'une adaptation sans précédent. Le silence revient après la tempête et le glouton disparaît dans le blizzard avec le morceau de viande dans son groin. C'est une ombre qui se dissout dans le blanc infini, symbole de résistance absolue dans un environnement mortel. Mais lorsque le blizzard s'apaise et que la neige cesse de tomber, une autre présence domine le paysage. Qui se déplace maintenant parmi les troncs durcis par le froid, sous le silence laissé par la tempête? Le blizzard commence à s'atténuer sur les pentes du parc national des glaciers. Parmi les troncs durcis par le froid, un arbre reste courbé sous le poids de la neige. Ce qui semble faire partie du paysage inerte commence à bouger. D'un coup sec, la neige tombe des ailes déployées. Ce n'est pas une branche, c'est un pigargue à tête blanche. Elle a passé toute la nuit immobile, résistant à la tempête pour protéger ce qu'elle a de plus précieux, sa progéniture. Sous son corps, caché dans un nid à peine visible, 2 poussins attendent la nourriture qui assurera leur survie. À Glacier, l'hiver n'est pas une période de repos, c'est la saison la plus active, obligeant chaque animal à redoubler d'efforts. Le froid extrême et la pénurie n'arrêtent pas la vie. Au contraire, ils la rendent plus exigeante. Alors que de nombreux oiseaux migrent vers des latitudes plus douces, le pigargue à tête blanche reste ici. Il ne recule pas devant le défi, mais s'y adapte. Cette permanence en fait un symbole de résistance, un emblème vivant de ce que signifie affronter l'adversité sans garantie. L'oiseau tremble une fois de plus et le poids de la neige retombe sur ses serres. La tempête est passée, mais le véritable test ne fait que commencer. Ces petits ont besoin de nourriture et l'énergie stockée dans son corps s'épuise rapidement avec des températures aussi basses. L'aigle prend son envol, ses ailes coupant fermement le vent. En été, les rivières et les lacs offrent une abondance de poissons, mais maintenant, recouverts de glace, ils obligent à un changement de stratégie. L'oiseau se tourne vers une autre source de nourriture. Son regard tombe sur une clairière en contrebas, où un lièvre zigzague dans la neige. Vêtue de sa fourrure blanche comme l'hiver, elle a recours au camouflage. Parmi les branches et les ombres, elle paraît invisible, mais l'œil de l'aigle perce aisément cette illusion.
La chasse commence et d'en haut, l'oiseau de proie replie ses ailes et plonge. Le silence de l'air glacé est rompu par un fracas violent. Le lièvre tente de s'échapper, sautant, courant, laissant des empreintes rapides sur la surface molle. Mais l'aigle ajuste sa trajectoire avec une précision chirurgicale. Sa force ne réside pas dans les longues poursuites, mais dans l'instant de la décision. Dans un dernier mouvement, il étend ses griffes et attrape sa proie. La scène est crue, mais pas gratuite. Le sacrifice du lièvre assure la nourriture aux oisillons qui attendent au nid. Ici, la chasse n'est pas un spectacle, c'est une responsabilité. Chaque vol, chaque attaque est un pari qui peut échouer, mais qui doit être tenté encore et encore. La différence entre le succès et l'échec marque non seulement la vie de l'oiseau adulte, mais aussi la continuité de sa lignée. Avec la proie dans ses serres, l'aigle prend son envol, le vent se lève à nouveau, la neige souffle des nuages blancs dans la vallée. L'oiseau se déplace à contre-courant, dépensant son énergie vitale pour regagner son refuge. Sa force se mesure à la fois en muscles et en détermination. Rien ne garantit que j'y parviendrai, rien ne garantit qu'une autre opportunité se présentera demain. Cependant, l'impulsion qui la guide est plus puissante que le doute. La progéniture attend, et cela suffit à la maintenir en mouvement. En arrivant au nid, l'aigle place la proie devant les oisillons. Ces derniers brisent le silence avec des cris aigus et se jettent sur la viande. Sa mère veille, reste vigilante. Il n'y a pas de répit, même maintenant. Le froid mord, le blizzard revient, mais le nid a de la nourriture et la bouée de sauvetage se prolonge un autre jour. À Glacier, la survie ne dépend pas de l'attente de la fin de la tempête. Ici, les animaux interviennent, même dans les moments les plus difficiles. Le pigargue à tête blanche incarne cette philosophie. Il ne migre pas, il ne recule pas. Il se tient au cœur de l'hiver et affronte sa rigueur avec détermination. Chaque jour de chasse, chaque nuit passée sous la canopée d'un arbre enneigé témoigne de résilience. Dans ce parc, où la glace définit le paysage et le froid semble insurmontable, le pigargue à tête blanche démontre que la résilience n'est pas une option, mais une condition d'existence. Leurs efforts soutiennent leur progéniture, garantissant que la leçon la plus importante soit transmise à la génération suivante. Ne jamais abandonner face à l'adversité, même lorsqu'il n'y a aucune garantie de succès. Le nid du pigargue à tête blanche est laissé derrière, caché parmi les branches couvertes de neige. Mais toutes les mers ne survolent pas le parc d'en haut. Dans les vallées glacées du glacier, plus près du sol, d'autres créatures sont confrontées à un défi différent. Au pied d'un sapin, un petit monticule de neige s'agite. Une silhouette rougeâtre émerge prudemment, la vapeur de son souffle contrastant avec l'air glacial. C'est un écureuil roux américain. De loin, il peut paraître fragile face à un hiver qui sape son énergie et réduit la forêt au silence. Mais la réalité est différente. Cet animal porte dans sa génétique un répertoire de stratégies si précises qu'elle semble conçue pour défier l'impossible. Et au cœur de cet effort ne se trouve pas leur survie individuelle, mais celle de leur progéniture. La femelle secoue la neige de sa fourrure et avance sur un chemin apparemment invisible, gravé dans sa mémoire depuis des mois. Elle ne cherche pas de nourriture pour elle-même. Son objectif est autre, découvrir un des dépotoirs, une réserve de pommes de pin et de graines qu'elle a préparées avant que la neige ne recouvre le sol. Chaque pas est un risque, car l'énergie consommée en se déplaçant à ces températures pourrait faire la différence entre survivre ou succomber. Mais c'est un risque calculé, nécessaire pour assurer la nourriture aux jeunes qui attendent dans le terrier. Le secret de sa résilience se révèle bien avant l'hiver. À l'automne, cet écureuil se nourrit sans relâche. Il ne le fait pas au hasard. Chaque fruit, chaque pomme de pin, chaque graine est transportée dans des cachettes spécifiques qu'il construit sous terre ou au pied des arbres. La précision de sa mémoire spatiale est étonnante. Bien que la neige cache toutes les traces, il se souvient de l'emplacement exact de dizaines d'entrepôts disséminés dans la forêt. Cette carte invisible est un héritage évolutif qui garantit que, même au milieu de l'enfer blanc, vos réserves sont en sécurité. Mais constituer des réserves ne suffit pas. Un froid extrême peut rendre toute ressource alimentaire inaccessible. C'est là qu'un autre de leurs super pouvoirs évolutifs entre en jeu, la capacité de creuser des tunnels dans la neige durcie. Avec des mouvements rapides et précis, ils se dirigent vers le sol gelé où les cônes restent protégés.
Son efficacité est vitale. Dépenser trop d'énergie dans la recherche serait suicidaire. Ce n'est pas un hibernant strict. Contrairement à d'autres espèces qui hibernent, l'écureuil roux américain reste actif tout l'hiver. Leur métabolisme alterne entre de brèves périodes de repos profond et des moments d'activité intense. Ce modèle vous permet d'économiser de l'énergie sans abandonner complètement la surveillance de vos entrepôts. Car ici, chaque ananas a une valeur inestimable. Non seulement pour lui-même, mais aussi pour les petites vies qui dépendent de son retour. À l'intérieur du terrier, les jeunes attendent. L'abri n'est pas un abri de fortune. La femelle l'a tapissé de mousse, d'écorce et d'herbes séchées ramassées en été, créant ainsi une isolation thermique qui atténue le vent glacial. Là, dans cette petite chambre sombre, chaque visite de la mère signifie nourriture et chaleur. La maternité, chez Glacier, n'est pas de la tendresse, mais une résistance active. Et chaque jour qui les maintient en vie est une victoire contre un environnement qui n'accorde pas de seconde chance. Le danger, cependant, est constant. Alors qu'elle cherche une cachette, la femelle s'arrête brusquement. Ses moustaches frémissent, le silence devient tendu. Depuis la neige toute proche, une hermine glisse comme une ombre. Son corps allongé, conçu pour chasser dans des tunnels étroits, constitue une menace mortelle pour une mère distraite. Le temps est comprimé. Si l'écureuil a ne serait-ce qu'une seconde de retard, non seulement elle, mais aussi ses petits, seront perdus. D'un bond agile, il disparaît parmi les branches basses du sapin. L'hermine la suit un instant, mais sa vitesse et sa connaissance du terrain lui donnent l'avantage. Une erreur ici signifierait la fin d'une génération entière, mais la femelle parvient à s'échapper, et elle le fait en gardant intacte sa chose la plus précieuse. La possibilité de retourner au nid avec des provisions. Dans Glacier, la survie ne consiste pas toujours à vaincre l'ennemi. Parfois, il s'agit simplement de s'échapper et de tenir bon jusqu'à un autre jour. Son histoire révèle une vérité plus vaste. Dans un écosystème où l'hiver semble anéantir toute vie, la survie ne dépend pas de l'ignorance du froid, mais de sa capacité à l'anticiper et à élaborer des stratégies pour le transformer en un ennemi maîtrisable. L'écureuil roux américain ne défie pas l'hiver avec la force brute, mais avec l'intelligence, la mémoire, la discipline. C'est leur héritage évolutif et ils le transmettent à chaque nouvelle portée, garantissant que la résilience ne meurt pas avec eux, mais continue, inscrite dans les gènes de ceux qui occuperont un jour ces mêmes terriers. Chaque geste de cette femme nous rappelle que chez Glacier, la maternité n'est pas seulement une question de soins, c'est aussi une question de sacrifice. Elle risque sa vie, dépense une énergie qu'elle ne récupérera jamais et affronte des prédateurs plus rapides et plus mortels. Tout cela pour une seule raison, s'assurer que leur progéniture survive à l'hiver le plus rigoureux des États-Unis. La forêt reste silencieuse, rompue seulement par le craquement de la neige sous leurs pattes. La femelle retourne au terrier avec suffisamment de nourriture pour un autre jour. Là, les veaux recevront la chaleur et la nourriture dont ils ont besoin. Ainsi, jour après jour, la vie continue à Glacier, même lorsque la glace semble éternelle. Mais rien ne l'est, car dans cet écosystème, rien ne reste statique trop longtemps. Au fil des semaines, le soleil gagne du terrain. La neige fond, l'eau s'infiltre dans les vallées et la glace finit par céder. Et une nouvelle question se pose. Comment la vie à Glacier se transforme-t-elle lorsque l'hiver se termine et que la saison la plus imprévisible de toutes prend sa place ? Le soleil se lève un peu plus haut sur les sommets du glacier et pour la première fois depuis des mois, ses rayons percent l'épaisse couche nuageuse pour illuminer la vallée en contrebas. La glace commence à se fissurer et le bruit de l'eau en mouvement brise le silence mortel de l'hiver. Ce qui semblait éternel cède enfin. La saison la plus meurtrière recule lentement et le parc national entame une transformation qui va tout bouleverser. Ici, rien n'est permanent, pas même le froid le plus brutal. Fin mars et tout au long du mois d'avril, le climat du glacier devient instable. Il ne s'agit pas d'un changement linéaire. Les tempêtes de neige de fin de saison alternent avec des jours de dégel soudain. Le sol meuble est couvert de flaques d'eau qui bouillonnent bientôt d'activité et l'eau libérée de sa prison gelée transporte des nutriments et prépare le sol à une renaissance inévitable. Dans chaque recoin du parc, des vallées au plus haut plateau, la faune répond immédiatement. Les premiers à profiter de cette opportunité sont les plus petits.
Les coléoptères et les moustiques émergent des eaux stagnantes, devenant des proies faciles et abondantes pour quiconque peut résister à un peu plus de faim. Parmi elles, la grenouille des bois offre un exemple frappant d'adaptation extrême. En hiver, votre corps gèle littéralement. Votre sang circule chargé de glucose qui agit comme un antigel naturel. Ses organes vitaux s'arrêtent, son rythme cardiaque disparaît et elle reste raide sous la neige. Maintenant, avec le dégel, des centaines de ces minuscules grenouilles semblent revenir d'entre les morts. Ils cohassent à l'unisson et se précipitent pour se reproduire dans des mares temporaires qui s'assécheront dans quelques semaines. Dans ce contexte, chaque minute compte, car la fenêtre pour laisser une progéniture est étroite. Pendant ce temps, le ciel du parc se remplit de mouvements. Les volées d'oies reviennent en formation, suivant d'anciennes routes migratoires qui les conduisent vers des lacs à peine libérés des glaces. Les canards et les colverts voltigent en bandes bruyantes, occupant des eaux inaccessibles depuis des mois. Parmi les résidents, le lagopède alpin offre un spectacle de transformation. Son plumage hivernal blanc comme neige commence à tomber, remplacé par un déguisement tacheté qui se fond dans l'herbe et les rochers. Leur mue n'est pas un détail esthétique. C'est un mécanisme de survie qui les protège des prédateurs dans un environnement qui change à une vitesse vertigineuse. Dans les rivières et les ruisseaux qui coulent à nouveau, les poissons reprennent leur mouvement et les oiseaux de proie le savent. Un balbuzard pêcheur tourne en rond, observe le reflet dans l'eau, fond sur lui et ressort avec un poisson encore respirant dans ses serres. Après des mois de disette, chaque proie récupérée dans la rivière représente suffisamment d'énergie pour subvenir à ses besoins et surtout pour nourrir les poussins qui réclameront bientôt de l'attention au nid. Mais tous ces changements ne se produisent pas seulement dans l'air, car les mammifères de taille moyenne n'hésitent pas à profiter des premières herbes fraîches qui poussent sur les pentes. Les cerfs mulets descendent dans les vallées, profondément affaiblis, mais toujours vivants. Les mères, épuisées par l'hiver, cherchent désespérément à reprendre des forces pour produire du lait et s'assurer que la progéniture de l'année précédente puisse survivre à la transition. La même chose se produit avec les élans qui arrachent les pousses tendres des buissons. Leurs corps énormes portent les marques de mois de difficulté, mais le cycle de reproduction n'attend pas. L'urgence de récupérer de l'énergie se mêle à la nécessité d'assurer une descendance et chaque choix peut aujourd'hui déterminer si une lignée génétique perdure ou disparaît. Sur les plus hautes falaises, les bouquetins se déplacent avec précision sur les rochers encore recouverts de neige. Les femelles conduisent les jeunes de l'hiver précédent vers les clairières où émergent les premières herbes. Là, entre la pierre humide et la glace fondante, on leur apprend à arracher chaque feuille verte avec leurs dents. C'est un apprentissage basique mais vital. Sans lui, ils ne survivront pas à l'hiver prochain. Pour les prédateurs, le printemps offre un scénario différent. Le dégel révèle les carcasses des animaux qui n'ont pas survécu à l'hiver. Les corbeaux et les carcajous se nourrissent de cette charogne, tandis que le lynx du Canada se lance à la poursuite des lièvres d'Amérique qui trouvent désormais moins de protection dans la neige molle. Après des mois de famine, les carnivores trouvent dans cette transition l'occasion de reprendre des forces. Ce qui est une renaissance pour certains est un véritable festin pour d'autres. Dans Glacier, l'espoir n'est pas universel, il est toujours lié à la perte. Le paradoxe est évident. La renaissance du parc est synonyme d'abondance pour certains et de mort pour d'autres. La vie des herbivores nouvellement revitalisés nourrit les prédateurs qui dépendent de leur succès. Ainsi le cycle recommence sur cette terre. Résistance, mort et, une fois de plus, continuité. L'espoir n'arrive jamais seul, il a toujours un prix. Mais toutes les créatures ne se précipitent pas dehors dès que la neige recule. Certaines attendent. Sous la roche, dans des grottes humides et sombres, des habitants qui n'ont pas survécu à l'hiver restent éveillés. Leur corps restait immobile pendant des mois, plongés dans une profonde léthargie qui les protégeait de la faim et du froid. Son réveil est lent, lourd, presque douloureux. Bientôt, ils émergeront, entraînant avec eux le mystère de ceux qui dorment tandis que tout autour d'eux lutte et meurt. Et l'inévitable question se pose. Que se passe-t-il lorsque les bêtes qui dorment en silence décident d'ouvrir les yeux sur le monde renouvelé? Dans les montagnes des glaciers, la fin de l'hiver réveille les gardiens de la nature.
La neige commence à se retirer des vallées, les rivières se libèrent de la glace et les premiers ruisseaux d'eau annoncent que le cycle a franchi une nouvelle étape. Au milieu des rochers et des fourrés, une silhouette sombre avance lentement. C'est un grizzly qui sort de sa tanière, poussant la neige accumulée à l'entrée sous le poids de son corps affaibli. Sa démarche est d'abord maladroite, comme si le monde extérieur lui semblait étranger après tant de mois de léthargie. La fourrure encore humide porte des traces de givre, et sous l'épaisse couche de fourrure, les os dessinent une silhouette érodée par l'hibernation. Durant l'hiver, elle a perdu jusqu'à un tiers de son poids. Chaque pas révèle une vulnérabilité qui contraste avec la force qui la caractérise habituellement. À côté de lui, toujours à l'intérieur du terrier, un petit corps bouge. C'est son petit, âgé d'à peine quelques mois. Toujours blotti contre le mur de terre, il s'accroche à la sécurité de l'abri, ses yeux curieux scrutant la lumière. Leurs mouvements sont maladroits, leurs pattes courtes s'enfoncent dans la neige. Le contraste entre la faiblesse de la mère et la fragilité du veau met en évidence le défi auquel ils sont confrontés dans ce réveil printanier. La faim dicte son destin. Après des semaines sans nourriture, l'ours a un besoin urgent de reprendre des forces. Son corps élancé exige des racines cachées sous le sol humide, des baies précoces ou la viande de quelque animal tombé pendant l'hiver. Et même si la maternité la lie à son enfant, le besoin de nourriture la force à prendre des décisions risquées. La mère se dirige vers la forêt, confiante que la sécurité de la tanière protégera ses petits. Il s'éloigne péniblement, disparaissant parmi les troncs et les clairières, laissant derrière lui le murmure agité du chiot. Les heures passent. L'attente dans la pénombre du terrier devient longue, et bientôt, la curiosité prend le dessus sur la peur. Le petit chiot, avec l'instinct d'un explorateur prématuré, s'aventure. Ses pattes s'enfoncent dans la neige molle et son museau sent un air chargé d'arômes inconnus. Il avance avec incertitude, s'arrête, puis repart. Peu à peu, la solitude le pousse vers l'inconnu. La forêt l'enveloppe d'ombres, de craquements et d'échos qui rebondissent entre les pins, transformant sa curiosité en un élan irrépressible. L'innocence le pousse à avancer, inconscient que chaque pas l'éloigne davantage de la protection de sa mère. Au loin, un hurlement siffle dans l'air. Quelques instants plus tard, un autre hurlement répond, et la mélodie de la forêt change de ton. C'est le signe indéniable qu'une meute est en mouvement. Les loups patrouillent le territoire, attentifs à la moindre opportunité que la saison présente. Après des mois de disette, la faim s'installe également. Leur sens capte les traces de mouvement, la faible odeur d'un jeune animal. Dans cet écosystème implacable, la solitude devient la porte inévitable vers le danger. Les pas se rapprochent, d'abord comme un murmure dans la neige, puis comme une clôture invisible qui se referme. Le chiot s'arrête, renifle l'air, sent la menace sans la comprendre. Parmi les arbres, les yeux des loups brillent. La stratégie est ancienne, encercler, réduire la distance, semer la confusion. Le petit tente de reculer, mais ses courtes pattes ne répondent pas à la vitesse requise par la situation. L'issue est inévitable. La meute l'atteint en quelques secondes. Les corps gris s'élancent avec précision, mâchoires serrées, grognements mêlés aux brefs cris du chiot. La forêt redevient silencieuse. Il n'y a pas de mal ici, seulement l'urgence de survivre. Les loups se nourrissent. Leurs petits attendent en sécurité dans un abri, et chaque morsure assure la continuité du groupe. Ce qui signifie la fin pour l'un, signifie la vie pour beaucoup. Dans la dure danse de la nature, la mort de l'un nourrit beaucoup. L'équilibre est maintenu par le sacrifice, et à chaque cycle, quelqu'un prend la place de la proie pour soutenir le chasseur. Quelques heures plus tard, la mère revient. Ses pas traînent la fatigue, mais aussi un instinct inébranlable de retourner là où elle a laissé son petit. Elle avance lentement, reniflant chaque recoin de la forêt. L'air est chargé de traces, la trace fraîche de multiples empreintes, une odeur pénétrante de loup et de sang mêlée à la neige. Il s'arrête plusieurs fois. Son museau plonge vers le sol, ses oreilles dressées. Il suit un sentier accidenté, contourne les troncs d'arbres et inspecte les empreintes de pas. Chaque étape semble dictée par l'urgence de retrouver son chiot, même si la certitude de ce qui est perdu commence à s'installer. Avancer dans le terrier et trouver le vide. Il marche autour du périmètre, pistant avec persistance, reniflant la neige et la terre remuée. Il tente de reconstituer ce qui s'est passé à partir des signes,
Mais le silence est sa seule réponse. L'absence pèse sur l'air autant que la neige qui recouvre encore le sol. Elle reste immobile un instant, la tête penchée, comme si elle essayait d'écouter quelque chose qui n'est plus là. Son regard reflète un mélange de confusion et d'acceptation. La nature n'accorde aucun répit. La mer doit continuer. Ses pas s'éloignent, s'enfonçant dans la forêt. Le deuil instinctif est laissé derrière et la survie prend la place de la douleur. Elle reste debout, car le cycle l'exige. La forêt est en mouvement. Le troupeau se nourrit de la viande qu'elle produit. L'ours s'adapte, cherche de nouvelles racines, de nouveaux territoires. Les deux voies reposent sur le même principe. Résister dans un environnement où rien n'est sûr, car son histoire ne s'arrête pas à la perte. La nature se renouvelle au fil de ses cycles. Les grizzlies peuvent donner naissance à des oursons tous les 2 à 4 ans, et l'espoir d'avoir de nouveaux oursons est ancré dans leur instinct. La force de la vie trouve toujours un canal. L'hiver cède enfin sa place, la glace fond, les vallées s'ouvrent au vert. Et bien que la mort ait marqué son passage, la continuité l'a également marqué. La mer ours continue, les loups nourrissent leur progéniture et la forêt maintient l'équilibre qui la soutient depuis des millénaires. Bien que la perte soit inévitable, la force de la nature perdure. Dans Glacier, le cycle se répète, éternel, incassable, nous rappelant que la vie et la mort marchent ensemble sur le même chemin. Dans les montagnes de Glacier, dans le Montana, l'hiver lâche peu à peu prise. Les sommets enneigés reflètent la lumière matinale du soleil et les vallées restent enveloppées d'un silence pesant, interrompu seulement par le craquement de la glace et le murmure des ruisseaux qui commencent à dégeler. Cet environnement extrême et apparemment inhospitalier est aussi le cadre d'une vie résiliente, où chaque créature est confrontée à un défi constant, survivre, se reproduire et perpétuer sa lignée. Parmi les secrets de ces montagnes se dévoilent des histoires de loyauté et de survie. Les meutes de loups nous ont appris la force de l'unité. La femelle alpha et sa progéniture démontrent que la hiérarchie n'est pas un caprice, mais un mécanisme qui assure la continuité de la vie, que chaque membre a accès à la nourriture et à la protection, et que le groupe peut résister aux ravages de la nature et des prédateurs. De leur côté, les cerfs migrent en suivant les rythmes de la neige et de la végétation, dépendant les uns des autres pour détecter les dangers et trouver les corridors qui leur permettent de traverser des terrains difficiles. Chaque bébé qui fait ses premiers pas, chaque individu qui parvient à échapper à un prédateur renforce la chaîne de la vie dans cet écosystème. Les aigles protègent leurs poussins avec un zèle féroce et les animaux plus petits, comme les écureuils roux, font preuve de ruse et de prévoyance, stockant des réserves pour les mois à venir. Les grizzlies, dont l'hiver prolongé les rend vulnérables au réveil, font preuve de la même priorité absolue. Protéger leur progéniture, leur apprendre à chasser et guider leur développement dans un monde plein de risques. Dans ce coin de la planète, la maternité n'est pas un geste d'affection, mais une stratégie vitale, un acte de courage et de résilience qui défie la dureté du glacier. Dans ce scénario, où les températures peuvent chuter jusqu'aux limites de la survie, le paradoxe devient évident. Dans un monde où la vie pourrait être définie par la lutte individuelle, la compétition constante et la survie égoïste, les espèces révèlent ici un autre principe. La coopération, la protection des jeunes et la transmission des connaissances deviennent les outils les plus puissants. Il n'y a pas de câlin, pas de tendresse que les humains pourraient reconnaître, mais il y a un langage de bienveillance qui coupe court à la menace constante. Les loups se défendent les uns les autres, les cerfs surveillent leur meute, les aigles apprennent à leurs poussins à voler et les mères ours risquent leur propre sécurité pour leurs petits. C'est un souci silencieux, fondé sur le besoin de survie, qui garantit à chaque génération la possibilité de persister. Ce flux de vie et de mort, d'enseignement et de protection souligne que la maternité et la progéniture sont le cœur battant du glacier. Chaque créature qui parvient à survivre, chaque jeune animal qui atteint l'âge de pouvoir se débrouiller seul, est une victoire contre les forces implacables du climat, des pénuries alimentaires et des prédateurs. Le paradoxe est que dans l'endroit le plus difficile, où chaque jour semble un défi insurmontable, ces actes instinctifs de soins et de transmission de vie deviennent plus évidents, plus vitaux et plus héroïques. Les sommets enneigés, les forêts denses et les rivières serpentant à travers les vallées
ne sont pas seulement un paysage, ils sont la matrice qui forge ces histoires de résilience. La force de l'écosystème réside dans la façon dont chaque espèce, du plus petit écureuil aux loups et aux ours, participe à un équilibre qui assure la continuité de la vie. Ce n'est pas toujours juste ou parfait, car la nature fait des ravages et certains périssent dans cette tentative. Mais ceux qui survivent emportent avec eux les outils et les connaissances qui garantissent à la prochaine génération la possibilité de s'épanouir. Le glacier n'est pas seulement un décor, c'est un protagoniste silencieux qui défie, enseigne et façonne ses habitants. Leur rudesse transforme le quotidien en un acte constant de résistance, et chaque renaissance du printemps témoigne de la persévérance des espèces qui peuplent ces montagnes. La maternité et la progéniture sont les fils invisibles qui tissent la continuité de la vie, et dans cet environnement impitoyable, ces forces instinctives deviennent loi, démontrant que la solidarité et la coopération ne sont pas des attributs humains, mais des stratégies vitales pour la survie. Au cœur du glacier, le cycle se poursuit. La neige recule lentement, la nourriture devient plus accessible et les animaux ayant survécu à l'hiver font preuve de vitalité. Les mères protègent et enseignent, les jeunes explorent et apprennent, et les prédateurs s'adaptent aux règles imposées par cet environnement extrême. Ici, dans ce coin de la Terre, bien que la mort soit inévitable et la lutte constante, la force du glacier perdure, et avec elle, la vie qui nourrit, protège et perpétue chaque génération. La maternité, la progéniture et la coopération se révèlent comme les victoires silencieuses qui défient l'hiver, garantissant que le cycle continue, immuable, implacable et beau. C'est le témoignage d'un écosystème où la vie, même sous ses formes les plus dures, trouve toujours un chemin.